Donc merci beaucoup pour, la présentation de l'agence, Yulia, et puis, merci pour l'invitation aussi à présenter dans le cadre de ces, dîners-causeries du RQRD. Je vais vous présenter rapidement mon parcours personnel. Moi, je suis issue du milieu de la recherche académique. Dans le fond, j'ai exercé, en tant que professionnelle de recherche, en laboratoire pendant 5 ans à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et puis pendant ma formation, donc j'ai suivi une formation doctorale en biologie cellulaire et moléculaire. Puis pendant ma formation, j'étais notamment responsable du comité étudiant. Puis, j'ai participé à l'initiative, Labo Patient, donc du labo aux patients, ça avec des conférences vulgarisées, un peu comme, les Pen Talks, puis aussi des kiosques, des ateliers pour vraiment venir démystifier, en fait, le milieu de la recherche fondamentale. Pendant et après ma formation, j'ai aussi occupé, plusieurs postes ou fait plusieurs missions, en communication puis en animation scientifique, notamment en rédaction d'articles vulgarisés pour le magazine, Québec Science, puis la coordination régionale du festival 24 heures de sciences que vous connaissez sûrement là en tant que membre, bénévole de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Puis c'est ça, aujourd'hui, je suis gestionnaire de projet et communicatrice, scientifique chez Impact depuis maintenant, 1 an. J'ai été séduite par si on veut, de simplifier la complexité, sans dénaturer le propos. Puis je donne notamment des ateliers de formation. Puis le but de la petite présentation là d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter vraiment les bases de la communication scientifique, puis de discuter autour de quelques exemples là variés issus de notre portfolio. Donc, comme disait Yulia, ça va peut-être durer comme 20-25 minutes la présentation, puis après, il y aura la question. Donc, un langage, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de communication. Très bien, mais communiquer, qu'est-ce que c'est exactement communiquer? Communiquer, ça va être à interagir et se comprendre entre 2 individus ou plus, afin de transmettre une idée, puis de partager une information, d'engager un échange et puis de susciter une réaction. Donc si je veux susciter une réaction, mon message de communication doit nécessairement être accessible. Puis plutôt que d'essayer, de trouver un langage qui soit accessible pour tous, en fait, il est nécessaire d'adapter sa communication, selon le contexte et selon l'objectif. Donc c'est pourquoi on se pose toujours, 3 questions en amont de tout exercice de communication. La première question, c'est: «Pour qui?» Qui est mon audience? À qui je m'adresse? Et c'est quoi le contexte de ma communication? Donc, est-ce que je m'adresse au grand public sur les réseaux sociaux, par exemple, ou encore, pendant des conférences vulgarisées comme dans le cadre des Pen Talks? Quand je parle du grand public, ici, je pense notamment à ceux, qui bénéficient de la recherche en bout de ligne, à savoir les personnes qui vivent avec la douleur, les proches aidants ou encore les professionnels de la santé. Est-ce qu'au contraire, je présente mes résultats de recherche dans un congrès, international spécialisé? Ou bien est-ce que je suis invitée à donner une conférence sur mon laboratoire, auprès d'étudiants-chercheurs, en tant qu'invitée, par exemple, par une université? Ou encore, est-ce que je réalise une communication, à l'attention des décideurs publics, comme par exemple le plan d'action? Donc une fois qu'on a répondu à cette première question de «pour qui?», la deuxième question, c'est «pourquoi?». Quel est mon objectif de communication? Puis en général, répondre à «pour qui» va quand même donner une très bonne idée de pourquoi. Donc ça peut être, pour enseigner, pour rayonner, valoriser ma recherche ou mon institution, partager, discuter de mes résultats avec mes pairs, mais encore, collaborer ou recruter des étudiants, convaincre des organismes subventionnaires, sensibiliser, des décideurs publics à ma cause. Et puis, on peut ajouter ici, par exemple, expliquer à des patients l'importance, de l'expérience patient partenaire. Qui? Pourquoi? La dernière question, c'est: quels sont les 3 principaux messages que je veux que mon public retienne? Puis pourquoi 3 messages? Là, c'est pas un chiffre arbitraire, c'est parce qu'en mode apprentissage, le cerveau, il est capable de retenir efficacement, 3 messages principaux. Donc, c'est vraiment important d'identifier et de sélectionner à l'avance ces 3 messages parce que tous les éléments, qui vont être intégrés dans votre communication, ils devront permettre de transmettre efficacement ces 3 messages principaux. Donc, pour transmettre efficacement, nos 3 messages principaux, on va commencer par sélectionner l'information à présenter et l'histoire que l'on veut raconter. Donc, pour ce faire, j'ai choisi de vous présenter la méthode des, 7 C. Donc, C comme communication, vous aurez peut-être compris. À commencer par, la concision.
Allez droit au but. Ne sélectionnez vraiment que les informations qui soient nécessaires et suffisantes à votre message de communication et à votre objectif de communication. C'est aussi pour clarté. La compréhension, elle doit être naturelle et directe. L'interprétation, elle doit être sans équivoque. Donc, utilisez plutôt des phrases, vraiment des phrases courtes, puis une seule idée par phrase. Puis surtout, énoncez clairement vos conclusions à la fin de chaque section. C'est pour concret également. Concret, donc utiliser des exemples simples et des cas concrets selon votre cible pour venir capter en fait et retenir l'attention tout en invitant à l'appropriation du message. Vient ensuite l'étape de correction. La correction, là, ça va être temps d'adapter le ton, le niveau de complexité, la tournure des phrases et puis le vocabulaire au public cible. Donc, mettez-vous à la place de votre audience puis de leurs attentes. Est-ce qu'ils sont familiers avec le sujet, avec les thématiques, etc. Vient ensuite la cohérence. La cohérence, surtout quand on raconte une histoire, ça va être de garder une ligne directive et narrative, un sens de lecture qui soit vraiment fluide et clair. La suite, dans le fond, elle doit être logique. Donc, soyez méthodique dans la structure de votre message, puis dans vos transitions. C'est également pour complet, parce que votre interlocuteur, il doit être en mesure de comprendre vraiment tout le contexte de votre communication. Il doit avoir toutes les informations en main pour comprendre votre communication. Donc, l'introduction est vraiment à ne pas négliger dans une communication. Puis pour terminer, il y a la courtoisie. Donc ici, la courtoisie, c'est tout simplement avoir une attitude positive, puis une gestuelle qui soit ouverte et détendue. Donc maintenant, je vais vous montrer comment représenter ces informations, donc vos informations et votre histoire. La représentation là, de vos données, puis plus largement de vos informations, ne doit pas contenir d'obstacles à la bonne transmission de votre message. Donc, il y a une citation qu'on aime bien à l'agence. Helps to bridge the gap between numbers and words. Donc, on pourrait traduire par la visualisation de données. Elle vient combler un manque, un vide entre les chiffres et puis les mots. Je m'explique. Pour passer des chiffres, donc ici des données brutes comme un tableau assez basique là, à gauche, aux mots, qui serait qu'en 2022 au Canada, on estime que 89% des femmes avec un cancer du sein sont toujours vivantes 5 ans après leur diagnostic. Ça demande un travail intellectuel de traduction ici. Donc c'est là que va intervenir la visualisation de données. La visualisation de données, dans le fond, ça va être le processus de transformation de vos données en graphique qui soit pertinent pour transmettre rapidement et efficacement vos résultats et faciliter leur interprétation. Utilisez donc la visualisation de données pour améliorer la traduction, la mémorisation, puis aussi l'universalité de votre message de communication. Quelles sont les questions à se poser en visualisation de données? Tout d'abord, quelles données on veut représenter? Donc là, je reviens sur la sélection de l'information. Quelle analyse je veux faire de ces données-là? Avec les mêmes données, différentes analyses vont conduire à différents messages de communication. Puis enfin, quelle représentation je veux créer? Une représentation qui soit adéquate, pertinente pour permettre l'interprétation de vos figures. L'interprétation, elle doit être rapide et facile. Donc, utilisez le graphisme pour servir la visualisation de vos données, puis en fait, plus largement de toutes vos informations qui vont être au sein de votre support de communication, là, qu'il s'agisse d'un poster, d'une présentation orale ou autre support de communication. Donc, je vais vous présenter quelques principes de graphisme ici pour créer un thème qui soit accessible et pertinent. On parle vraiment d'accessibilité, là. Tout d'abord, on va choisir des couleurs qui vont être cohérentes et suffisamment aussi contrastantes. Donc, si ça vous intéresse, pendant la discussion, à la fin, on a un blog sur la théorie des couleurs. Je pourrais vous partager l'adresse. Puis aussi, vous pouvez utiliser un code couleur. Un code couleur, ça va vous permettre de créer des repères de lecture, mais aussi une hiérarchie, ou encore, ça va vous permettre de mettre l'emphase. Puis demandez-vous s'il existe une symbolique dans votre domaine de recherche. Voilà, je pense notamment au bleu pour la couleur de la douleur. Et puis, chose à pas négliger non plus, ça va être de choisir un thème couleur qui soit accessible
Pour les visions daltoniennes, c'est quand même pas négligeable, puis il existe plusieurs outils gratuits en ligne pour rejoindre vraiment 100 de votre audience. Ensuite, choisir une, typographie qui soit simple, mais tout en étant sérieuse et surtout lisible. Par typographie, on entend aussi bien, graisse, la casse, la taille, l'espacement des lettres et la couleur. La règle, ça va être d'utiliser une ou 2 polices qui vont offrir, suffisamment de contraste, entre elles pour, encore une fois, permettre, de hiérarchiser vos informations, de mettre l'emphase et de créer un sens de lecture. Donc dernière chose, enfin, c'est avoir une bonne gestion de l'espace. La gestion de l'espace, ça va comprendre à la fois la composition, les proportions et la disposition. Donc n'hésitez pas à utiliser vraiment le blanc pour venir aérer votre support. Quand je parle d'aération de support, c'est aussi la création de marges, qu'elles soient internes ou externes. Puis à la fin, tous vos éléments, ils doivent être, harmonieusement balancés. Donc n'hésitez pas à utiliser des symboles, des images ou des schémas, tout en gardant une certaine homogénéité, puis une certaine qualité. Ça va faciliter d'une la traduction, on l'a vu tout à l'heure, puis aussi ça va venir alléger votre support de communication. Je vais poursuivre avec, quelques exemples là qui sont, issus de notre portfolio et puis qui mèneront, j'espère, à des discussions par la suite. Je vais commencer par vous présenter des, figures scientifiques. Vous allez peut-être reconnaître, ce sont des figures scientifiques qu'on a réalisées pour, Arthur Cagnac, qui est membre, du RQRD, chercheur membre. Ici, dans le mandat, c'était vraiment important de conserver une certaine, homogénéité entre les différentes figures du papier et de créer un code couleur, donc comme par exemple, la traduction de la douleur, en rouge. Et puis, on a privilégié un style graphique qui est minimaliste pour permettre vraiment le focus sur l'information pertinente, mis à part les souris ici qui sont un peu plus, stylisées. Donc, ce que j'entends par, style, minimaliste, bah, là, par exemple, si on regarde la figure, numéro 2, pour représenter le cortex, là, on a utilisé un aplat jaune avec un rappel de couleur et puis on va seulement montrer les connexions, nerveuses en jouant avec l'épaisseur du trait pour venir traduire une certaine forme, d'intensité et puis les connexions vont beaucoup mieux ressortir sur un aplat, donc, plutôt que sur une forme qui soit contourée. Et puis l'utilisation des bulles, par exemple, au-dessus des souris, bah, c'est un code visuel qui est populaire, mais qui ne vient pas atteindre l'intégrité, de la science, puis ça permet encore une fois d'alléger le texte. Ici, les bulles, elles vont venir, traduire les émotions, puis la douleur ressentie. Rapidement aussi au contraire, si on regarde, l'image, à droite, là, tout à droite, bah, là, ce sont des coupes transversales et puis, au contraire des aplats, là, on a plutôt utilisé des éléments contourés et par contre, on a utilisé des aplats gris ici, pour la localisation géographique. Puis ça va vraiment permettre de guider le regard, puis ça donne une certaine hiérarchie aussi des informations. Je voudrais vous montrer aussi, ce qu'on peut faire en graphical abstract. Bon, c'est sûr que là, c'est un thème un peu plus éloigné. Ce graphical abstract pour, un chercheur, puis ça a été aussi réutilisé pour le cover, du journal. Là, le but d'un graphical abstract, ça va vraiment être de traduire une idée, un concept plutôt que des résultats ou des données et en créant donc une illustration qui soit unique. Donc ici, l'objectif du mandat, c'était de représenter, le mouvement de l'eau autour des coraux et puis on voulait que le client voulait un rendu harmonieux, épuré, mais qui puisse conserver un certain degré de précision aussi. Donc le matériel fourni, c'était, donc un dessin, du corail, puis un schéma de ce à quoi le client voulait que ça ressemble, le graphical abstract. On avait aussi des liens en fait vers des vidéos YouTube de coraux qui, bougent dans l'eau pour vraiment représenter un mouvement qui soit plus proche de la réalité, et puis aussi des résultats d'expérience sous forme de photos. Donc la première étape, ça a été de créer une charte graphique qui soit relativement proche, de la réalité scientifique. Un petit A ici, on a vraiment, l'information la plus importante, c'est le contexte. Donc c'est pour ça que ça occupe, la moitié de l'espace. Il y a beaucoup d'informations et puis ça va venir contenir les détails là, parce qu'en petit b, ça va être un zoom, sur le A. Le petit b, c'est une coupe transversale. Puis en fait, on a réalisé, le tracé ici en bleu. On a réalisé le tracé selon les résultats fournis de l'expérience sous forme de photos. Donc, ça va représenter la stratégie de nutrition des coraux. Ici, les nutriments, c'est les petites billes noires qui sont ramenées contre la tige du corail.
Et puis en petit c, on a un graphique de tendance. Donc là, vu qu'on ne veut pas représenter vraiment les données, vraiment la tendance, on n'a pas les chiffres. Donc c'était pour vous montrer ce qu'on est capable de faire en graphical abstract. C'est quelque chose qui est très demandé aussi. Autre chose qui a beaucoup de succès, Yulia en parlait, c'est les posters scientifiques. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup et puis qui a beaucoup de succès, notamment auprès de la communauté étudiante. Donc ici, c'est un exemple, une doctorante, elle est venue nous voir dans le but de présenter les résultats de ses recherches aux administrateurs et aux autorités locales. Donc sa première ébauche qu'on voit ici, elle avait le bon contenu, donc elle voulait vraiment qu'on la guide à cette étape. Donc on l'a guidée là vers une version qui soit un peu plus colorée de son poster, qu'elle a réalisé elle-même. Donc elle est revenue nous voir avec cette deuxième version de son poster, puis elle est venue nous consulter afin qu'on améliore encore le design final. Donc là, plutôt que de lui donner des conseils, nous avons réalisé une autre amélioration. Ici, les voies d'amélioration qu'on peut voir sur ce poster, pour ne pas être trop exhaustif, on peut regarder les points d'interrogation. En gris, on obtiendrait plus de contraste s'ils étaient en blanc, par exemple, sur la plat orange. Également, on peut remarquer que les flèches, le tracé des flèches n'est pas très propre. On voit qu'il y a eu un effort d'utiliser des symboles. Donc là, il y avait encore un effort à faire d'homogénéisation dans les icônes. La règle, c'est d'utiliser soit des formes contourées, soit des aplats de couleurs. Puis là, on a mélangé les deux. Ici, c'est la forme qui crée vraiment le contour. Et puis ici, c'est le contour. Donc, il y avait vraiment ce désir d'homogénéiser. Puis avec, pareil, la petite image ici d'appel à l'action, il y avait encore quelques filigranes aussi qui restaient sur le document. Et puis, en termes de couleurs, on a conservé les couleurs, mais on a utilisé des variantes un peu plus douces et surtout un peu plus contrastantes. Pardon. Donc, voici les améliorations qu'on a effectuées, donc le design final. Ici, ce qu'on a fait dans un premier temps, ça a été de replacer toutes les informations dans un ordre qu'on jugeait plus logique, que ce soit en termes de gestion de l'espace, hiérarchisation de l'information et puissance de lecture. On est venu utiliser donc des dégradés de la couleur orange pour vraiment mettre l'emphase sur l'appel à l'action. L'objectif de ce poster, c'était vraiment l'appel à l'action, notamment aussi avec les auteurs mis en évidence, homogénéiser les adresses courriels, les contacts LinkedIn. Et puis, on a réutilisé aussi cette couleur orange là dans les petits numéros et les points d'interrogation pour vraiment guider la lecture et puis attirer l'œil. Donc, l'appréciation générale du rendu, on a vraiment une architecture ici d'information. On a les sections qui sont bien délimitées. On a vraiment ce call to action qui est mis en évidence ici en conclusion avec la réutilisation du bandeau gris, comme je l'ai dit, la mise en évidence des auteurs. Aussi, on met ici en valeur le schéma. En fait, ce sont ça les résultats de la recherche. Donc, on met vraiment en valeur le schéma. On lui fait occuper l'espace central. Puis, le fait de dégager l'espace autour, ça va permettre de créer une discussion, de générer une discussion autour de ce schéma. Donc, voilà pour le petit exemple du poster scientifique. Je voudrais passer à des exemples de communication sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse en particulier. Mais je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse ici sur le pourquoi du comment utiliser les réseaux sociaux. Là, ça peut être un peu effrayant. Donc d'abord, pourquoi être présent sur les réseaux sociaux? Il existe plusieurs arguments à plusieurs niveaux. D'abord, ça va permettre de renforcer le sentiment d'appartenance à un réseau, à une communauté, puis de participer à son rayonnement. Ça va aussi permettre de rapprocher et d'attirer de nouveaux employés, de nouveaux étudiants, de nouveaux collaborateurs. Et puis aussi, ça répond finalement à un devoir de transmission à la communauté et aux personnes à qui bénéficie la recherche, une recherche qui est subventionnée justement pour son impact sociétal. C'est bien joli, mais maintenant, comment est-ce qu'on communique sur les réseaux sociaux? Voici quelques petits guidelines là, qui sont vraiment non exhaustifs, à commencer par la fameuse règle du publish or perish. Ça ne s'applique pas nécessairement aux réseaux sociaux. Petite nuance, il faut quand même évidemment assurer un minimum, une régularité qui soit minimale là, pour conserver sa visibilité. Je ne rentrerai pas dans les détails, je ne vous parlerai pas d'algorithme aujourd'hui, ce n'est pas mon domaine de spécialité. Mais c'est pour ça que c'est important d'établir à l'avance un calendrier éditorial.
Ça prend des ressources, ça prend des nouvelles à partager, puis des publications de bonne qualité. La publication, elle doit mener à une action qui soit concrète, qu'il s'agisse de participation, de consultation, d'interaction, etc. Exister sur les réseaux sociaux, ça suffit pas. Ce sont avant tout des outils de communication communautaire. Donc il faut assumer un minimum de social justement, donc suivre, interagir un peu avec sa communauté. Identification et cohérence, si vous possédez une charte graphique, celle-ci elle doit être utilisée, sur les réseaux sociaux pour faire le lien rapidement et facilement. Je pense par exemple si vous avez un site internet, ou faire le lien avec le site internet de votre institution. Parce qu'environ en moyenne 30 de l'origine du trafic sur un site internet, ça provient des réseaux sociaux. Donc ça peut être une bonne manière de générer, du trafic sur un site internet, mais encore une fois, tout dépend de votre stratégie de communication, puis c'est toujours bon de varier quand même l'origine du trafic. Et puis pour terminer, sélectionner le canal parce que finalement, être partout à la fois, ça peut revenir à être nulle part. Pour commencer, il vaut mieux privilégier, un canal sur lequel on se sent à l'aise. Ça va aussi dépendre de où est présente votre communauté. Donc encore une fois, c'est important d'établir une stratégie de communication à l'avance. Facebook, par exemple. Facebook, typiquement, puis de manière très grossière, là, on va avoir la relève scientifique, puis le grand public. Ça va être plutôt du 25-40 ans. C'est toujours un peu plus délicat d'aller rejoindre les personnes plus âgées sur les réseaux sociaux, puisqu'on va publier en général, ça va être des nouvelles, des événements. Là, je vous mets à l'exemple de la nouvelle série du RQRD, là, de la vulgarisation de la recherche. Bon, typiquement, c'est un excellent canal pour ce genre de publication. Là, l'objectif, c'est vraiment de valoriser les résultats de la recherche plus largement. Il y a un exercice d'ouverture, d'accessibilité par rapport à PubMed. On peut remarquer l'utilisation du hashtag vulgarisation de la recherche. Ça peut permettre de créer un petit code aussi pour retrouver tous les liens tous les éléments de la série. Et puis, c'est aussi l'occasion de citer des laboratoires, par exemple, là, pour leur donner plus de visibilité. LinkedIn, trouver la communauté scientifique, c'est plutôt accès carrière. Puis l'avantage, c'est que les pages entreprises sont vérifiées. On va publier des événements. Donc, par exemple, l'événement de la recherche intersectorielle «Pourquoi et comment?». Ça va être l'occasion aussi de mentionner les partenaires. Et puis, petite parenthèse, Facebook aussi, on peut publier des événements. Je pense notamment aux Open Talks où on veut rejoindre le grand public. Là, on va pouvoir créer des Facebook événements, puis ça peut être pratique comme ça de suivre les inscriptions et puis d'ajouter du contenu au fur et à mesure. Je vais terminer avec Twitter. Twitter, à l'origine, c'était vraiment les stars, tout ce qui est influence, aussi des entreprises qui diffusaient des communiqués de presse sur ce canal, et puis des politiciens pour venir casser un peu le fil des médias traditionnels et s'adresser directement aux consommateurs. Donc aujourd'hui, Twitter, on va retrouver la communauté scientifique, puis aussi certains patients, par exemple, très impliqués dans la vie associative. On va pouvoir publier de la même façon des nouvelles, des événements. On va être limité en caractères. Donc là, par exemple, à l'annonce des nouveaux membres du RQRD avec un texte assez limité, réutilisation des hashtags et puis de citer, par exemple, les centres de recherche. Et puis, autre intérêt de Twitter, Yulia l'a bien utilisé pendant le congrès de YAST, on est vraiment dans l'instant présent avec Twitter. Donc, c'est vraiment un très bon moyen. On est ici, venez nous voir, on a un kiosque. C'est un très bon moyen aussi de ramener des gens à votre événement. Puis petite nuance quand même, là j'ai parlé des audiences, elles ne sont pas toujours aussi bien catégorisées. Là, je vous fais un petit pitch de 3 minutes sur les réseaux sociaux. Ça évolue vraiment à toutes les semaines. Il faut considérer aussi les canaux où sont présents les membres, les collaborateurs, et en fait les personnes ou les entités qui sont susceptibles d'interagir et de contribuer à nous faire rayonner. C'est pour ça que je reviens encore une fois sur la stratégie de communication qui est vraiment importante en amont de l'exercice. J'ai essayé de couvrir les bases de la communication scientifique c'est ça, presque 25 minutes. Donc, si vous voulez en savoir plus, nous, on offre plusieurs ateliers de formation, notamment maîtriser PowerPoint pour faire des présentations scientifiques attrayantes ou encore Dompter Illustrator pour des figures scientifiques de qualité.
Si vous voulez aussi en savoir plus sur la visualisation des données, là, on offre un atelier, d'introduction puis qui partage énormément d'outils et de ressources pour, la visualisation des données, pardon. On a également, comment réussir un poster scientifique, donc celui-là, il est vraiment très apprécié, des étudiants, il marche vraiment très bien. Également les principes du, graphisme scientifique ou encore, comment créer un webinaire, scientifique, donc comment ça marche. Puis habituellement, je pense notamment au poster, on est avec, des groupes, par exemple de 20-30 étudiants, c'est très participatif, très interactif. Les gens apportent du matériel, on aborde, la théorie, on donne des outils, puis on fait quelques démonstrations et exercices. C'est vraiment des ateliers, on va dire, pour briser la glace là, qui durent en moyenne, 1-2 heures, quelque chose comme ça. Je suis disponible jusqu'à 13 heures là pour les questions. Si je suis pas capable d'y répondre personnellement, on a vraiment une équipe multidisciplinaire qui est spécialisée, donc ça me fera vraiment plaisir de prendre les questions, puis de vous revenir par la suite là par courriel pour y répondre. And, I can take and answer question in English, too. So thank you.